Simplement, je suis ici pour, Oui, c'est ça. non. Ça marche bien. Oh, ok. Ok, maintenant ça marche. Je peux commencer? Ok, d'accord. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais présenter ici cette communication. C'est l'enseignement des sciences humaines à l'école primaire au Québec, entre prescription et pratique. Mais je commence pour me présenter. Je m'appelle Guilherme Murbeck. Je suis professeur associé en théorie et enseignement de l'histoire de l'Université d'État de Rio de Janeiro, au Brésil évidemment. Actuellement, je suis en congé sabbatique pour un postdoctorat à l'UQTR sous la supervision du professeur Anderson Araujo Oliveira, avec qui j'ai mis en œuvre une étroite collaboration depuis 2020. Avant de commencer effectivement ma communication, je tiens, évidemment, c'est des moments de supporters, je tiens à remercier la FAPERJ, l'Agence des financements de la recherche de l'État de Rio de Janeiro, à l'OERJ aussi, mon université, pour les bourses de recherche qui m'ont été accordées. Je voudrais également remercier l'UQTR et au CRIFP pour tous les soutiens apportés au développement de ce travail. Voilà, je mets devant ici une communication divisée en trois parties. D'abord, une introduction générale. Deuxièmement, un résumé de la méthodologie, en fait, un résumé qui porte sur l'organisation de la recherche et de nos sources. Et en troisième lieu, est tellement important, les examens des données, mais tout de suite, je commence par l'introduction. En premier lieu, il faut remarquer que cette communication est une version sommaire d'un article qui va être publié cette année dans une revue brésilienne bilingue. Nous avons pour objectif central d'analyser les perceptions conceptuelles relatives à l'enseignement de l'histoire chez les enseignants travaillant des écoles primaires du Québec depuis 2001, en établissant des parallèles, lorsque nécessaire, avec les programmes de formation de l'école québécoise. Je vous avertis que je suis un professeur secondaire, donc je suis un invaseur ici, d'une certaine manière, un parent de primaire, mais voilà, c'est un peu comme ça, j'ai accepté les défis. Ces programmes actuellement en vigueur, les programmes d'école québécoise, a fait objet de critiques depuis sa création. Critiques qui ne sont pas très différentes des appréciations sévères formulées à l'égard de la BNCC. Je vous explique que c'est la base nationale curriculaire commune du Brésil qui a été approuvée en 2018. Celle-ci, de la base nationale brésilienne, a été profondément critiquée, surtout ce qui concernait l'enseignement secondaire et celui de l'histoire. Il n'est pas nécessaire de souligner que les discussions sur les programmes d'études et des approches curriculaires inévitablement expriment des projets de pouvoir spécifiques, ainsi que des récits conflictuels de la société. Il y a un énorme bibliographie de références comme Yvon Woodson, Christian Aviv et d'autres, etc. Il est généralement admis que les programmes scolaires sont une construction sociale. Sans aucun doute, cela se manifeste dans la pratique concernant les choix des disciplines qui les composent et celles qui sont exclues. Une question importante donc, c'est de savoir quels savoirs sont considérés socialement valides pour être enseignés aux générations futures. Une autre question importante, c'est de savoir quels thèmes d'histoire doivent être enseignés à l'école. En ce qui concerne cette question, et c'est curieux, et je prends les questions actuelles ici avec vous, il a été approuvé, bien qu'encore peu connu, pour dire le minimum, les programmes intitulés Culture et citoyenneté québécoise, qui remplacera les cours d'éthique et culture religieuse à partir, si je ne me trompe pas, de l'année scolaire de 2024-2025. Il convient donc de noter que dans plusieurs régions du monde, l'éducation à la citoyenneté fait partie intégrante de l'enseignement de l'histoire en tant que discipline scolaire. Quand même, les relations entre l'histoire
et l'éducation à la citoyenneté sont débattues en profondeur et font lieu à divers controverses, comme a bien exprimé plusieurs fois Félix Bouvier, Marc-André Thiers, David et François, Jean-François Cardin, Robert Martineau, André Segal, François Olivier, et ainsi des suites, pour ne mentionner que de la littérature francophone et surtout la québécoise. Certains auteurs ont déjà souligné que l'enseignement des sciences humaines doit, je souligne, dépasser une sorte de fonction patrimoniale qui privilégie les sentiments d'appartenance à la société. Et dans le même sens, mais abordant la formation des enseignants au secondaire, Félix Bouvier et Stéphane Martineau ont dit que non seulement les conflits qui traversent l'histoire d'un peuple ou d'une nation font partie de la culture, mais ils sont également intégrés à la tradition des discours qui ont porté sur cette histoire. Certains auteurs ont déjà souligné, bon, j'ai ça, il est important de préciser que les réflexions de ces textes ici se limitent à dialoguer avec les programmes scolaires axés sur les sciences humaines créés en 2001, révisés en 2006. Certains pourraient parler d'études sociales, d'autres simplement d'humanité, mais en tout cas, au Québec, les disciplines d'histoire et de la géographie ont été associées à l'éducation à la citoyenneté dans le but de former une seule discipline appelée univers social. Comme ce texte ne vise pas à s'ajouter en particulier aux nombreux débats sur les programmes de 2001, nous nous contentons de dire que les contenus d'histoire sont étroitement entremêlés à ceux de géographie dans les cas d'enseignement primaire, dans une sorte de mélange de géo-histoire, un peu à la manière des Brodel ou des Vidal de la Blache, si vous voulez comme ça. Bien qu'il soit important de souligner que la discipline de l'univers social fonctionne moins pour l'analyser des temporalités d'une longue durée et davantage dans l'exercice d'un comparatisme, pour reprendre les termes de Marcel Détienne, c'est-à-dire des espaces géographiques et des temps historiques différents comparés réciproquement. Et c'est une chose que je trouve tellement intéressante en fait dans le programme de primaire. Tout cela crée une unité d'analyse chronotopique, si vous me permettez, chronos-topos, c'est-à-dire du temps et de l'espace. Autrement dit, quelque chose qui encourage les comparaisons, les interrelations et les analyses des formes de connectivité entre différentes civilisations, parfois dans le même espace, mais à des moments temporels différents, parfois dans les espaces différents, mais à la même époque. Ainsi, dès les primaires, les élèves sont encouragés à comprendre les repères fondamentaux pour interpréter, voilà, le programme elle-même, interpréter le mécanisme qui organise leur dynamique territoriale et pour comprendre comment elle s'est construite dans les temps. Voilà, après cette introduction générale, le scénario, je passe maintenant OK. Deuxième partie, un abrégé sur la méthodologie. Voilà, c'est rapide. Depuis 2017, une recherche a été dirigée par Anderson avec 13 enseignants. Il a fait 13 entretiens et chaque enseignant a répondu à une interview avec 27 questions semi-structurées. En ce moment, je ne participe pas de la recherche, je entrais dans la recherche dans un autre moment. Et après ça, Anderson a fait aussi 13 observations directes en classe, et ça veut dire des vidéoscopies. On continue. OK, merci. Voici ma branche de la recherche. C'est ça. À partir de ces 13 entretiens et de ces 27 questions, j'ai pris 5 questions relatives. Donc, on peut sélectionner 5 questions pour faire objet, pas seulement de cette présentation, de cet article ici, parce que ces questions portaient sur des questions plus proches de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Et voilà, je passe aux questions. Les 5 questions ont été organisées en 2 sous-groupes sémantiques. Les premières
Ce sont les questions de portée générale qui renvoient au point de départ, aux objectifs et aux justificatifs que les enseignants donnent à l'activité, les réaliser. Donc, les deux premières questions, la première là-bas, pourquoi faites-vous cette activité? Évidemment, la question qui a été répondue par les enseignants. Pourquoi faites-vous cette activité? Quelles sont les intentions ou objectifs visés par cette activité? Pourquoi, selon vous, est-il important de privilégier ces intentions objectifs? Et dans les deuxièmes parties, ce sont des questions relatives au contenu disciplinaire et spécifique. Voilà les questions. Ces contenus d'univers social, allez-vous traiter dans cette activité? Pouvez-vous le décrire brièvement? Quelles sont les questions qui vous vous êtes posées lorsque vous avez planifié cette activité? Sur quel sujet? À propos de quoi? Et pourquoi avez-vous choisi de traiter ces contenus en particulier? Bon, de notre perspective, il était plus important de savoir comment s'opère l'articulation des éléments de la pensée historique, à savoir la perspective culturelle, la conscience historique, l'empathie, les compétences heuristiques visées dans le traitement des sources en classe. Bref, il s'agit d'évaluer si les manières dont les enseignants organisent leur cadre conceptuel et leurs objectifs dans l'enseignement de l'univers social conduisent ou non à une démarche à caractère scientifique. Okay. Je vais sauter ça, parce que ça faisait partie de notre diapo. C'était un peu lent si je touche ici, mais ça prend beaucoup de temps pour passer à l'autre. Pas exactement pourquoi. Ok, voilà, finalement. On arrive donc à notre préoccupation centrale. Ça veut dire comment les enseignants mobilisent-ils la notion de conscience historique. En premier lieu, il faut définir ce qu'il signifie enfin la conscience historique dans un cadre philosophique plus général, notamment celui d'origine germanique. Bon, voilà, la conscience historique, c'est l'angola Geschichtsbewusstsein, peut être définie sans attarder sur les détails dans un cadre ontologique où la connaissance en histoire est un élément central de la vie humaine. Et je fais évidemment référence à plusieurs auteurs ici, comme Husen, Koselleck, Adam, Ricoeur, un autre. Ainsi, la conscience historique est un élément qui répond aux besoins existentiels d'orientation des individus dans les temps, ou plus précisément de l'orientation culturelle de la vie humaine à travers la constitution du sens historique et d'un sens historique culturel qui est exprimé par ces mots-là en allemand historique chez Bildung. Autrement dit, c'est important à repérer comment les gens, les personnes, mobilisent les connaissances du présent vers le passé et dans le passé pour imaginer des futurs possibles. Il existe donc une dimension indissociable de la constitution du sens historique entre le passé, le présent et le futur dans ces cadres théoriques. Et maintenant, je passe à la troisième partie, je dirais la plus importante de ma présentation. Je vais vous afficher ici quelques exemples de la manière dont les enseignants mobilisent ces cadres des passés, présents, futurs dans ses propres discours. Voilà, je commence par le discours de l'enseignant 4. Il dit, on réfléchit aux causes, aux conséquences, au pourquoi, aux sentiments des différents acteurs. Les domaines du politique est prononcé dans cet enseignant qui analyse la société québécoise depuis les années 1970. Par exemple, je les cite encore, c'est aussi pour montrer aux élèves que notre société est rendue là. Les raisons. Si nous en parlons encore français, c'est pourquoi. L'enseignant 4 attire notre attention soit à l'éthique, mais aussi à la politique dans l'enseignement de l'histoire. Voici donc
3 niveaux sémantiques de son discours que j'ai pris, j'ai organisé de cette façon. Le premier niveau sémantique est celui d'agir dans la vie. Je les cite. Et moi, je médite tout le temps, éventuellement, ils vont voter. Ils vont prendre des décisions. Deuxièmement, le niveau sémantique est de l'altérité. Ils arrivent, ils portent sur les immigrants. Ils arrivent et ils sont projetés dans un monde qu'ils connaissent plus ou moins, qu'ils comprennent plus ou moins, contrairement à tous nos élèves. Et ainsi, de la reproduction de la société par l'engagement politique. Je le cite encore. Et moi, quand tu vas avoir 80 ans, je veux vivre dans une société que tu vas aimer. Donc, pour cela, il faut que je lis, ici corrige, j'enseigne à aimer leur société et à prendre de bonnes décisions. Regardez que l'enseignant 4 fait mention à leur propre l'horizon d'attente. Quelque chose à mode de la phénoménologie, s'articulant à un temps historique donné, dans un espace d'expérience. Donc, et visant une société en particulier, celle dont la citoyenneté correspond aux bonnes décisions d'une conscience politique engagée. Peut-être n'est-il pas nécessaire de mentionner combien il y a ici de fortes connexions entre l'histoire et la formation à la citoyenneté. Toutefois, il convient de prendre en considération les dangers inhérents à l'instrumentalisation de l'enseignement de l'histoire à une visée patrimoniale. Et bon, je vais prendre le verbe aimer. Le verbe aimer qu'il est bien utilisé, oui, merci. Je cite. Vous pouvez me couper, je ne trouve pas la fin de ma communication ici. Le verbe aimer, comme utilisé par l'enseignant ci-dessus, en raison d'envisager l'éducation de la citoyenneté, attire notre attention à la polysémie du terme lui-même. L'amour est un mot qui appelle des fortes connotations émotionnelles et a été déjà largement utilisé dans des discours démocratiques, mais aussi conservateurs, voire autoritaires, en parlant de la relation entre les citoyens et la nation. On a choisi 2 exemples provocatifs ici, même si absolument lointains du contexte québécois contemporain. Ils sont intéressants pour méditer la dimension de certaines présentations sociales très répandues. Et donc, les premières, on évoque la Grèce du 5e siècle avant de notre ère, quand Périclès convainc l'Assemblée populaire athénienne de sa stratégie pour la guerre du Péloponnèse. Je cite donc Périclès, il va dire: fixez vos yeux sur la grandeur d'Athènes, jusqu'à ce que vous soyez remplis de l'amour d'elle. Et je vous cite ici, l'érastas, c'est l'amour érotique. Ça veut dire un type d'amour pour le pouvoir, un type d'amour tellement lié à la guerre, à faire la guerre, et à bâtir des nations, comme on a vu plusieurs fois un discours de type civilisateur qui a utilisé depuis le 19e siècle comme la grande histoire. Ma chère collègue là-bas a bien revenu de peut-être il faut décoloniser cette histoire-là, aussi récit, aussi grand récit historique. Et je continue ici. Le deuxième exemple, l'amour à la nation. Et j'ai pris une pancarte propagandiste de la période la plus violente de la dictature militaire du Brésil des années 1960. Il dit là, Brésil, aime-le ou quitte-le. Donc, il se continue et ironisé dans une bande dessinée qui a été faite par Ziraldo à la même époque, dans une périodique critique de la répression. Voilà, la même chose, aime-le ou quitte-le. Bon, c'est facile de trouver la question critique là-bas. Enfin, l'amour patriotique est d'une sorte qui fait de la nation un objet, inspirant une dévotion qui renvoie à des appropriations soigneusement sélectionnées, comme nous fait souvenir Martha Nussbaum. L'amour patriotique implique le sentiment que la nation est la sienne propre. Et ces rituels font généralement référence à cette idée. Je pris une petite
petit extrait du professeur. Je fais une grande réflexion herméneutique ici, et je passe à la fin de ma présentation ici. La politique québécoise des années 1960 apparaît dans les plans de l'enseignement 8. Je pense que ça va passer. Ok, on verra. Dans la classe de 6e année d'ici de première Québec, préoccupé en particulier par les conséquences de la Révolution tranquille. L'enseignement fait référence à des questions démographiques, politiques et plus particulièrement à la loi 101. Il insiste sur son alignement sur les programmes, en particulier sur la progression d'apprentissage. En ce sens, l'enseignant 8 veut faire comprendre aux élèves, je cite, à travers leur réalisation politique, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme marque au Québec. Car voir cette évolution-là permet pour eux de prendre conscience de ça. La catégorie des consciences historiques, expressément nommée par l'enseignant 8, était très rare dans les interviews, bien que le rapport entre le passé et présent soit un sujet communément présent dans les discours réunis pour cette recherche. Je m'excuse, je passe à la conclusion, sinon je ne vais pas le temps pour finir. Oui, voilà, 1 minute. Notons que le programme de l'École québécoise répète les termes, c'est un thème intéressant, le programme répète les termes conscience 72 fois, et dans des acceptions différentes du terme, même en tant que conscience territoriale, mais jamais en tant que conscience historique. On remarque aussi, je vais finir, que la relation entre passé et présent est autant une constante dans le raisonnement des enseignants que dans les programmes. Il faut aussi souligner que dans les discours qui portent ouvertement à l'égard de la conscience, cette relation passé-présent adopte une dimension plus nettement transformatrice, car elle présuppose un étudiant actif qui doit s'entretenir avec le monde de la vie, avec le monde quotidien de tout le monde. La vie pratique et les études d'éducation à la citoyenneté sont également présents, peut-être moins qu'on ne le pensait au début de notre étude. Voilà, le dernier paragraphe ici. La conscience est parfois présente, mais toujours détachée de sa particularité, conscience historique. D'une part, il y a un dialogue clair des enseignants par rapport à ce que le programme préconise en matière de concepts historiques. D'autre part, on pourrait trouver certaines faiblesses théoriques dans les discours des enseignants, surtout à l'égard de l'usage des catégories qui sont notamment importants et répandus dans les discussions au milieu de la didactique de l'histoire. Merci beaucoup.